Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce soir pour cette table ronde qui est co-organisée par l'Espace Mendes France et par le Comité 86 de l'Association d'amitié franco-vietnamienne. Je vais donc laisser la parole à son président. Merci. Merci à vous, votre participation ce soir pour cette initiative. Merci Madame la maire d'être présente. Merci de votre soutien. Merci à l'Espace Mendes France de nous ouvrir son espace, justement, pour qu'on puisse effectivement échanger. Notre association, association d'amitié entre la France et le Vietnam, est une association très ancienne du point de vue national. Elle existait un peu dans la Vienne, elle était en sommeil, et on a décidé de la relancer. Notre but, il y a plusieurs buts. Le premier but, si vous voulez, c'est effectivement d'informer sur la réalité de ce pays qu'est le Vietnam, son histoire évidemment, mais aussi sa réalité aujourd'hui, comment il se développe, qu'est-ce qu'il vit comme problème. La deuxième chose, c'est le soutien à un certain nombre d'initiatives, que ce soit culturelles, que ce soit médicales. Il faut savoir qu'il y a un partenariat qui existe effectivement entre l'hôpital de Hué et l'hôpital de Poitiers. Et du point de vue médical, de ce point de vue-là, effectivement, c'est assez suivi. Il y a différentes villes de France qui ont des liens d'amitié avec les hôpitaux des différentes villes, soit à Hanoï, soit au Ho Chi Minh Ville, etc. La troisième chose, c'est la solidarité que nous exerçons par l'intermédiaire de la Croix-Rouge vietnamienne. Et nous venons en aide à des personnes en difficulté, matérielle évidemment, mais aussi on aide à former des jeunes ingénieurs. On les aide quand il faut qu'ils soient formés, donc il faut qu'ils viennent en France, etc. Et puis l'autre point, c'est l'action contre l'agent Orange. Et c'est pour ça que ce soir, nous organisons avec l'Espace Mendes France cette table ronde sur l'agent Orange. Et l'agent Orange, ça a été quelque chose, moi je dis c'est un crime de guerre, que le peuple vietnamien a subi. Et vous allez voir, notre ami Trentonia, que je remercie d'avoir accepté de faire partie de cette table ronde et de répondre à vos questions et dans ce débat. Je remercie aussi nos interlocuteurs pour effectivement répondre à cette question sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre la guerre que les Américains ont menée au Vietnam. Ils ont déversé des tonnes et des tonnes de produits chimiques, l'agent orange, la dioxine, des foliants, mais pas seulement. Quelles sont les conséquences? Pollution du sol, évidemment, mais pas seulement. Pollution des animaux, pollution aussi des hommes et des femmes et des enfants. Et il faut savoir que ils vont parler, je ne voudrais pas trop déflorer le sujet, mais vous le savez aussi bien que moi, ce produit toxique a la particularité gravissime de se reproduire génération après génération. Et ça, les scientifiques ont étudié ce produit et il faudra sans doute plus d'1 siècle pour en finir. Et il faut savoir que dans la 4e génération aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec des malformations à cause de ce produit-là. Madame Trentonia a engagé le procès contre les firmes Bayer, Monsanto, et il y en a tout un paquet, qui effectivement ont fourni ces produits à l'armée américaine qui a bombardé le Vietnam de telle façon que, en gros, on dit ils ont bombardé 3 fois plus de tonnes de bombes que sur l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le Vietnam. Donc c'est absolument énorme, si vous voulez. Voilà, je ne vais pas plus loin. Trentonia, toujours ici, merci. Elle a fait un livre, il est ici en vente, et qui s'appelle « Ma terre empoisonnée ». Et « Ma terre empoisonnée », effectivement, elle raconte son histoire, comment elle a été victime de l'agent orange et les conséquences. Voilà, et comment la terre est polluée, etc. Merci, je suis trop long, je vous passe la parole. C'est pas grave. Merci pour ces éléments d'introduction. Ce soir, nous allons effectivement parler de la guerre du Vietnam, de l'agent orange, mais nous allons parler aussi un petit peu plus largement d'un terme qui me semble que vous n'avez pas encore évoqué et qui est le terme qui est noté juste ici, écocide. Alors, écocide, c'est un mot qui n'est pas couramment employé, mais qui a l'avantage d'être assez transparent. Pourtant,
en gros, on comprend que c'est une atteinte grave, durable à l'environnement, à la nature. Sauf qu'en fait, il comporte intrinsèquement l'idée d'atteinte aussi à l'humanité, dans cette logique que l'on appelle aujourd'hui One Health, une seule santé, puisque je rappelle que éco, ça vient du grec oikos, la maison, et que donc en fait, c'est détruire sa propre maison ou celle de nos semblables. Donc, vous voyez évidemment le lien par rapport à ce qui a été dit juste avant. Quand on parle des conséquences de l'agent orange, on est bien face à un écocide. Et cette notion, alors elle date d'avant la guerre du Vietnam. Elle a été exprimée à minima au milieu du XIXe siècle avec les impacts de l'essor de l'industrie. Mais c'est justement durant la guerre du Vietnam que le terme est employé pour la première fois et par des scientifiques. Je pense notamment à, le voici, à Arthur Galston, qui était un chercheur en biologie végétale, qui travaillait au département de botanique de l'université de Yale. Et pour la petite anecdote, l'agent orange, il ne lui est pas inconnu, puisque l'agent orange a été créé à partir d'une molécule sur laquelle il avait travaillé pour en faire un engrais. Et c'est lui qui va utiliser pour la première fois, selon les sources, c'est toujours dur de retrouver l'historique d'un terme, mais il semble que c'est lui qui a utilisé pour la première fois le terme lors d'une conférence sur les crimes de guerre et la responsabilité nationale en février 1970. Donc là, justement, il y a un extrait de cette conférence et une traduction en français où il dit donc « Il me semble que la destruction immuable et intentionnelle de l'environnement dans lequel un peuple peut vivre d'une manière qu'il a choisie devrait être semblablement considérée comme un crime contre l'humanité désigné par le terme écocide ». Voilà, donc une conférence qui datait de 1970. Et ce terme, il va être utilisé après, nous explique l'historien américain David Zierler, par une diversité d'acteurs, et très vite, durant la guerre du Vietnam, par des militants écologistes, bien sûr, mais aussi par des théoriciens du droit. On va dénoncer alors une violation du droit international. Et donc là, eh ben voilà, on arrive à la confluence de l'histoire, de cet aspect One Health, une seule santé, et du droit. Et c'est ce qui va nous intéresser dans cette table ronde ce soir, avec donc à mes côtés Amélie Robert, qui est maîtresse de conférence en géographie à l'université de Picardie-Jules Verne. Et vous avez travaillé durant votre thèse notamment, mais également par la suite, sur l'impact des épandages sur les forêts vietnamiennes, en particulier dans la province de Hoa Thanh Huế, à laquelle est lié justement Grand Poitiers. Trentonia, vous avez déjà été présentée, ancienne journaliste et agente de liaison pour le FNL pendant la guerre, le Front National de Libération. Vous avez été victime de l'agent orange et vous menez depuis 12 ans maintenant un véritable combat juridique contre les industries agrochimiques qui ont produit donc ce désherbant. Et puis Julien Lagoutte, vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux, membre de l'Institut des sciences criminelles et de la justice, et vous êtes plus particulièrement spécialisé en droit pénal de l'environnement. Voilà, alors pour commencer, je pense que c'est important de rappeler un petit peu le contexte de l'utilisation de l'agent orange. Il y a quelques chiffres qui ont déjà été donnés, mais voilà, revenir un petit peu, et je vais me tourner vers vous, Amélie, savoir pendant combien d'années ce produit a été utilisé. Comment, dans quel but aussi? Est-ce que c'est simplement pour rendre visibles les Viet Cong qui se cachaient sous la canopée des forêts très denses qu'il y a au Vietnam? Combien d'hectares de forêts, de cultures ont été touchés? Voilà, si vous pouvez nous présenter un petit peu cela. Alors simplement, juste pour préciser, j'ai mis cette petite carte qui est tirée d'un documentaire qui a été projeté hier au TAP Cinéma et qui s'appelle TAP Casti. Agent orange, une bombe à retardement. Voilà, vous étiez justement présente lors de cette projection et c'est simplement voilà, parce qu'on n'a pas toujours en tête un petit peu voir le Vietnam et comment il était divisé justement durant la guerre. Merci beaucoup. Donc effectivement, cette période d'épandage d'herbicides, donc on parle souvent de l'agent orange, mais en fait il y a eu différents agents de déversés pendant la guerre. Pendant combien d'années? Alors les premiers tests ont été réalisés en 1961.
Il y a eu 3 missions test, un petit peu de pratiquer, mais officiellement, l'opération Ranch Hand, qui est le nom officiel de ce programme d'épandage aérien, débute donc en janvier 1962. Il va y avoir donc des épandages qui vont être perpétrés jusqu'au 31 octobre 1971, officiellement. C'est le dernier hélicoptère qui répand des herbicides au-dessus du Vietnam, hélicoptère américain. Il semblerait qu'il y ait eu des poursuites quand même d'épandage aussi par les soldats sud-vietnamiens aussi. Donc, ça aurait pu se poursuivre jusqu'en 1972. La grosse période, ça a été 1966-1969. Donc on peut le voir là sur la carte, sur les zones qui ont été touchées. Donc c'est le Sud-Vietnam hein, dans son ensemble qui est affecté. Donc en rouge, vous voyez les zones qui ont été, où il y a eu ces épandages. Et on voit qu'on a 2 zones effectivement qui se distinguent. La partie sud du 17e parallèle, hein, donc qui séparait effectivement Nord et Sud-Vietnam. Donc tout là-haut au nord, hein, la province de Tra Thien, incluant la province de Tra Thien Nguyen. Et puis on a aussi une autre zone qui a été particulièrement touchée, hein, qui est la zone qui inclut Saigon, aujourd'hui appelée Ho Chi Minh City. Donc voilà. Alors bien sûr, il y a eu ces épandages d'herbicides, mais comme vous l'avez souligné, il y a aussi eu effectivement beaucoup de bombardements. Alors en chiffres, moi j'ai 13 millions de tonnes de bombes déversées sur le Vietnam, principalement, mais aussi au Cambodge et Laos. Hein, c'est le cas aussi pour les épandages d'herbicides. Hein, il y a aussi des épandages au Cambodge et au Laos. J'avais calculé que ça pouvait représenter 39 millions de cratères sur ces territoires, et c'est 79% des bombardements qui ont été perpétrés sur le territoire vietnamien. Si on revient sur les épandages d'herbicides, c'est près de 80 millions de litres qui ont été déversés. Alors il y a des chiffres qui sont un petit peu variables, hein, mais c'est souvent très variable d'une source à l'autre, que ce soit les surfaces, que ce soit les quantités déversées, ça varie, parce que c'est très difficile aussi d'avoir quelque chose d'exhaustif. Là, les 80 millions, près de 80 millions de litres, c'est ce qui avait été réestimé suite à l'ouverture des archives américaines par une équipe de recherche américaine qui avait donc qui était repartie des carnets de vol américains et avait ainsi réestimé les quantités déversées. Donc près de 80 millions de litres, ce qui est considérable, surtout sur le Sud-Vietnam. Effectivement, ce qui a été souligné, ce sont des herbicides qui étaient utilisés, c'est le Roundup, hein, utilisé dans les jardins, sauf que là, c'était à des concentrations bien plus supérieures, hein, 10 à 15 fois, à des taux de concentration 10 à 15 fois supérieurs par rapport à l'usage civil. Et en taux d'aspersion minimal, c'était 28 litres par hectare, au minimum. Donc des quantités assez considérables. Il y a différents agents en fait, qui ont été déversés. Alors, déversés surtout par avion, aussi par hélicoptère. On a vu la première photo, hein, c'est un hélicoptère. Mais il y a aussi des épandages qui ont été réalisés par bateau, également au sol, et surtout particulièrement à proximité des bases aériennes où il y a aujourd'hui de très fortes concentrations. Donc différents agents, je vous le disais. L'agent orange, c'est le plus connu. C'est aussi le plus dévastateur puisque c'est lui qui contenait de la dioxine. Alors la dioxine, en fait, c'est un sous-produit issu de la production de cet agent orange, hein, qui mélangeait le 2,4,5-T et le 2,4-D. Donc voilà, et c'est ce qui produisait du coup la dioxine, et c'est celui qui était le plus dangereux, en fait, ce qui est le plus dangereux encore aujourd'hui. Il y avait un autre agent qui est l'agent blanc qui, lui, ne contenait pas de dioxine, puisque uniquement à partir du 2,4-D, n'intégrant pas le 2,4,5-T qui est celui qui produit la dioxine. Et puis on a également l'agent bleu qui, lui, contient par contre de l'arsenic. C'est pas mieux. Donc voilà. Chacun en fait était utilisé. Alors oui, chacun avait un usage particulier. L'agent orange c'était celui qui était le plus systématiquement utilisé. Donc en termes de quantité, on a 45 millions de litres, donc un peu plus de la moitié, c'était l'agent orange.
L'agent bleu, lui, visait plutôt les cultures. C'était plutôt à destination des cultures qu'on l'utilisait, même si on a pu aussi utiliser de l'agent orange sur des zones cultivées. Après, il y avait d'autres... Donc ça veut dire simplement qu'il y avait l'idée, on dit souvent que l'objectif de ces défoliants, c'était de rendre visibles les Viet Cong, pour utiliser le terme de l'armée américaine, mais en réalité, c'était aussi pour affamer finalement les populations. Oui, alors... à l'origine, effectivement, ce qui est mis en avant, c'est que l'objectif, c'est de la défoliation, détruire le couvert foliaire pour pouvoir voir les Viet Cong qui se dissimulent sous ce couvert végétal. Alors, il s'avère qu'effectivement, de toute façon, quand on supprime le couvert foliaire, forcément, on tue les arbres. Et il n'y avait pas que cet objectif-là. On a longtemps mis en avant le fait qu'il s'agissait de détruire ce couvert foliaire pour voir le Viet Cong et pour détruire les Viet Cong, mais et en disant que c'était des zones inhabitées, mais c'était des zones habitées par des montagnards. Et effectivement, il y avait aussi un objectif de destruction des cultures. Donc on a ensuite admis que c'était aussi pour affamer le Viet Cong, mais il y avait aussi des villageois qui ont pu être affectés. Donc voilà, donc effectivement, officiellement, et ce qui était mis en avant, c'était la destruction des feuilles, du couvert foliaire, mais derrière, c'était détruire l'environnement de l'ennemi. C'est bien ça l'objectif, détruire l'environnement quand même. Ne serait-ce qu'en regardant les quantités répandues, évidemment. Donc voilà. Après, si je reviens sur les différents agents, il y a d'autres agents aussi qui ont été répandus de manière un peu plus marginale. Mais toujours avec ce double objectif. Après, si on regarde un peu plus précisément... je ne sais pas si vous avez... Oui, bien sûr. Si on regarde un peu plus précisément les zones où il y a eu... Donc là, en fait, on voit sur les deux photos, la première, c'est effectivement une zone forestière qui est touchée par cet épandage. La seconde, c'est une zone cultivée. Ce sont des rizières qui sont, où on voit ces épandages, donc qui attestent bien qu'il y a eu des zones de culture délibérément visées par ces épandages. Après, si on regarde la répartition, donc là, c'est la carte de la province de Chatianui, donc au sud du 17e parallèle, particulièrement touchée parce qu'il y avait la piste Ho Chi Minh qui passait à l'ouest. On n'était pas loin de la séparation avec le Nord-Vietnam. Donc avec ce qu'on voit sur la carte du relief, avec une zone montagneuse où passait donc la piste Ho Chi Minh, avec la frontière laotienne en bordure. Et ce que l'on peut voir, en fait, c'est que les zones qui ont été affectées sont surtout les vallées. Il s'agissait évidemment de viser d'abord, les zones les plus visées, c'était là où on supposait qu'il y avait des voies de transport. Piste Ho Chi Minh, au passage, ce n'est pas juste une piste, c'est tout un réseau c'est tout un réseau de voies qui étaient ouvertes, fermées, réouvertes au gré du conflit. Et voilà, c'est elle qui était visée. Alors, voilà, alors justement, je vais me permettre la liaison parce que justement, vous avez pris cette piste Ho Chi Minh durant la guerre. Et donc, vous avez été exposé à l'agent orange. Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre à deux moments, et il y a un moment assez fort quand à la fin, dans l'avant-dernier chapitre, je crois, agent orange, vous parlez de ce jour de l'automne 1966 où il y a un C-123, c'est le nom de l'avion qui passe dans le ciel, et je vous laisse nous raconter justement comment vous avez été exposé, vous, à ce moment-là, à cet agent orange qu'on vient de décrire. Excusez-moi, je ne vais pas tout d'abord raconter comment j'ai été... Pas de problème. Ça, mais pour compléter ce que vous avez dit, il faut comprendre qu'à partir de 1961, tous les villageois étaient poussés dans des hameaux stratégiques, qu'on appelle hameaux stratégiques. C'est pour ça qu'à partir de 61 jusqu'à 65, il n'y avait pas de zones libérées. De zones libérées, parce qu'avant, il y avait des zones libérées. Donc, c'est pour ça que nous, du nord, on était envoyés au sud pour aller enseigner les enfants des zones libérées. Voilà. Mais après, c'était des zones, des hameaux stratégiques. Et vous savez que la résistance du Vietnam à ce moment-là était toujours protégée par les villageois, par la population. Donc,
et comme selon l'expression même des Américains, il faut enlever le poisson de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut séparer les VC qu'on appelle là de la population. Alors, c'est pour ça qu'ils ont concentré les épandages là où il y avait la population, là où il y avait, et puis aussi là où il y avait des bases de l'armée américaine. Par exemple, à Kouti. À Kouti, ils se sont concentrés pour épander chaque jour pour qu'à à partir de 15 km autour des bases comme ça. Là. Donc, c'était un désert. Mais l'armée américaine, pourquoi on a gagné? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que nous, les résistants, nous sommes quand même protégés et par notre cœur et par notre bonne volonté de vaincre, de libérer notre terre, mais aussi nous étions protégés par la population. Ça, c'est ce que nous gardons dans notre cœur, notre reconnaissance envers notre peuple. Voyez? Donc, les épandages se font comme ça. C'était comme ça. Et c'est pour les Américains, c'est pour nous séparer la résistance à la population. Mais plus ils nous séparent, plus on est quand même défendus, protégés. Voilà. Donc, donc, à votre question, je vais dire comment j'ai reçu pour la première fois. J'étais à Kouti, avec ma mère même. Mais en haut, à la surface, il n'y a plus rien que le désert. Mais j'étais seulement à quelques kilomètres de la grande base américaine de Dongzhou. Mais on était dans les souterrains. Chacune a un abri souterrain. Et j'étais revenue de la piste, du nord, par la piste. Mais ils ne sont pas concentrés pour les épandages sur la piste parce qu'on a traversé par Mont et par Vaux. Donc, ce n'était pas là où ils déversent les foliants, parce que c'était plutôt dans les plaines, là où il y avait, là où ils pensaient qu'il y avait des Vietcong. Moi, j'aime pas ce mot Vietcong, mais c'était utilisé comme ça, quoi. Et finalement, on est habitué. Alors, donc, le jour, j'étais quand même fraîchement arrivée au maquis. Donc, un petit soldat comme ça qui ne connaissait pas bien la situation de la guerre. Et un jour, j'étais dans mon abri. Ma mère n'était pas là. Ma mère était à ce moment-là présidente de l'Union des femmes de la libération. Mais elle était avec moi après 10 ans de séparation. Et moi, j'ai entendu survoler sur notre tête un avion, un hélicoptère, un avion comme ça. Et par curiosité, j'étais montée. Et l'avion est parti, mais laissé derrière un nuage blanc. Voilà. C'est comme vous avez vu dans les photos. Et tout de suite, ce nuage-là tombait et m'enveloppait. C'est devenu comme un petit liquide, quoi, parce qu'avec l'humidité, donc c'est devenu liquide. Et le poutre m'enveloppait. Je commençais à tousser, mais je pensais guère. Je ne pensais même pas que c'est dangereux, quoi. Après, c'était ma mère qui m'a dit, mais là, c'est un défoliant, va te laver. Donc, je me suis lavée. On oublie tout de suite cet incident, quoi. Des mois après, ma première enfant est née avec une malformation cardiaque. Elle avait à ce moment-là 4 défauts dans son cœur. Donc, on dit, après les recherches scientifiques, la première enfant prend de sa mère 60% de la dioxine. 60%, c'est pour le premier enfant. Et puis après, ça va. Mais vous savez que ma première enfant, elle m'a quittée quand elle avait 17 mois. 17 mois. Et puis 50 ans après,
j'ai fait une analyse de sang et 50 ans après que j'ai reçu le poison, il reste toujours un taux très élevé par rapport à tout le monde. Voilà. Et alors, justement, pour continuer, malheureusement, sur ces conséquences sur la santé de l'agent orange, vous parlez de la fille que vous avez perdue. Vous avez vous-même développé des différentes pathologies. Et vos autres enfants sont aussi touchés, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu les maladies qui ont été reconnues? Il me semble qu'il y en a une douzaine, c'est ça, en lien avec l'agent orange. Vous m'excusez de ne pas vous répondre directement à votre question. C'est bon, j'ai l'habitude c'est pour maintenant. que tout le monde soit au courant, c'est que après les victimes de l'agent orange américaine, parce que les soldats, les vétérans qui étaient au Vietnam, qui ont utilisé les défoliants, revenus chez eux aux États-Unis, ils sont devenus aussi victimes. Donc, ils ont porté plainte. Voyez. Alors, pour les dédommager, le gouvernement américain a fait une liste de 17 pathologies ayant peut-être lien à l'agent orange. Peut-être seulement, mais 17 pathologies. Alors, pourquoi? Et puis, bien sûr, les firmes américaines ont payé 800 millions de dollars pour que les victimes américaines ne se plaignent plus. Voilà. Alors, parmi ces 17 pathologies, moi, j'ai au moins 7. Au moins 7. Mais pourquoi? Bon, maintenant, là, je vous dis tout de suite, j'ai été déboutée par 2 fois, là, par le tribunal d'Evry, par le tribunal de Paris. Mais pourquoi ils dédommagent les victimes de l'agent orange américaine alors que moi, ils me déboutent? Ouais. C'est déjà plaidé coupable. Merci. Alors justement, on va reparler effectivement de cette action en justice que vous menez. Non, mais vous avez tout à fait raison de la citer maintenant. Simplement, peut-être, vous avez quelques autres exemples. Enfin, vous parlez donc de ces 17 maladies qui sont liées. Vous pouvez nous citer quelques exemples éventuellement qu'on puisse... Tout d'abord, typique, c'est le diabète type 2. Après, c'est le cancer. Moi, je ne peux pas vous dire tout. Ah oui, mais non, moi, mais je dis moi-même voilà. ce que j'ai. J'ai le diabète type 2 qui a duré depuis plus de 50 ans. J'ai l'hyperlipotension. J'ai les problèmes cardiaques. Je me fais 2 fois de tuberculose. J'ai 2 fois le cancer. Et puis, j'ai actuellement un cancer qui menace. Mais à mon âge, je ne veux plus être opérée, quoi. Alors, avec l'autre chose, j'ai aussi une maladie qu'on appelle alpha-thalassémie. C'est un problème dans les globules rouges, par exemple. Et toutes ces maladies, je les transférées à mes enfants. Et mes enfants l'ont transféré à leurs enfants. Voilà. Et le crime de l'agent orange, le crime de la guerre chimique, c'est que ça se transfère de génération en génération. Et aujourd'hui, selon les recherches scientifiques, avant, on disait que ça va être terminé après 20 ans, et puis après c'était après 50 ans. Et aujourd'hui, les scientifiques disaient que même après un siècle, peut-être ça va encore, ça peut pas être terminé. Alors, comme on a évoqué les impacts sur l'environnement, merci beaucoup, on a évoqué les impacts sur l'environnement, les impacts sur la santé. Et quand je préparais cette table ronde, Julien, vous m'aviez alerté sur un point, effectivement, auquel je n'avais pas pensé, c'est que les écocides ont aussi des impacts sur autre chose, c'est des impacts sur la culture. Un point important que vous avez notamment, vous m'avez parlé de l'exemple pour le chlordécone, puisque effectivement, quand notre environnement est touché, eh bien, il va y avoir des façons de faire, des façons d'être avec l'environnement qui vont évoluer. Alors, je vous laisse nous en dire un petit peu plus, puis après, on va en parler aussi par rapport à l'agent orange. Oui,
Je vais en dire quelques mots. Alors, c'est vrai que toute la dimension culturelle des écocides, c'est une chose dont on n'a pas l'habitude de parler parce que, en fait, c'est dans la culture occidentale depuis le XVIe siècle, il y a une scission qui est créée entre les êtres humains et la nature, ce qui fait que les répercussions véritablement culturelles, ontologiques, sur la manière de vivre le monde et de vivre son milieu, ce sont des choses à côté desquelles on passe. Et alors ça, ce sont des choses qui se posent effectivement avec la question du chlordécone, hein, qui, toute proportion gardée, parce que c'est pas un contexte de conflit militaire, est quand même assez proche, hein, des dommages qui ont été causés par l'agent orange au Vietnam, puisqu'il s'agit aussi de pesticides, hein, qui ont été utilisés pendant des années sur un milieu naturel particulier, avec également comme point commun le fait que a été visée une population racisée, en particulier, et par le fait qu'aujourd'hui, il y a des pathologies qui sont également de plus en plus reconnues sur le plan scientifique, alors, qui commencent à l'être plus ou moins sur le plan juridique, mais qui se caractérisent aussi par des cancers particuliers, des problèmes de fertilité, une transmission intergénérationnelle, une pollution généralisée des milieux, hein, qui ne peuvent plus être cultivés, toutes les espèces animales, végétales, les eaux de bord de mer, les êtres humains sont tous chlorderconés, comme on dit, hein, à certains égards. Il y a des répercussions culturelles qui sont importantes. Ce sont toutes sortes de liens sociaux, ce sont les femmes qui ne peuvent plus allaiter leurs enfants sans avoir peur de leur transmettre la molécule par le biais du lait maternel. Ce sont des gens qui ne peuvent plus cultiver les produits locaux parce que toute leur terre est empoisonnée, qui sont donc obligés de consommer uniquement des pays d'importation qui n'ont plus de lien avec leurs pratiques culinaires et culturelles traditionnelles, avec les fêtes traditionnelles qui rythment l'année. C'est-à-dire c'est l'impossibilité d'offrir à ses voisins, d'offrir à sa famille les produits du travail de la terre. C'est des activités traditionnelles comme la pêche, l'agriculture vivrière qui sont impossibles, ou alors il faut supporter le risque, il faut admettre l'épée de Damoclès qui fait qu'on continue, mais on risque d'en mourir. Donc il y a tout ça, et j'imagine que ça a dû avoir lieu également au Vietnam. Alors, je propose de nous en parler toutes les deux, peut-être, Trentonia, pour commencer, des exemples. Je ne sais pas si c'est un exemple, mais dans le documentaire que j'évoquais tout à l'heure, on voit des ananas qui sont complètement difformes et transformés. Donc j'imagine qu'en termes effectivement de culture et donc de ce qu'on peut faire dans son jardin, il y a également des conséquences importantes. Oui, merci. Moi, je pense, mais si je ne me trompe pas, l'agent orange est comme l'ancêtre des pesticides d'aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était l'agent orange. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris, j'ai bien vu que les séquelles du chlordécone, les séquelles de l'agent orange, les souffrances après avoir mangé, par exemple, bu l'eau, mangé la culture de la terre, que ce soit au Vietnam par l'agent orange, ou bien la chlordécone, ou bien les autres pesticides, en France même. Donc, ça donne des souffrances identiques. C'est pour ça que quand j'étais allée aux États-Unis pour rencontrer les victimes américaines, alors il y a des victimes qui m'ont embrassée, qui ont pleuré, dit « Mais maman, pourquoi tu peux garder le canne alors que moi, j'ai la haine de mon cœur ?» Voilà, moi, je n'ai pas de haine. Oui, mais j'ai quand même vu que toutes les souffrances sont identiques. Maintenant, que ce soit victime des pesticides d'aujourd'hui, ou bien victime de l'agent orange, victime de la chlordécone, victime des OGM, c'est identique. C'est pour ça que maintenant, je ne me bats pas uniquement contre l'agent orange.
Je me bats contre tous les pesticides du monde parce que ça tue. Ça a continué à tuer et la nature, écocide, le mot, et l'humain, génocide. Je n'osais pas utiliser avant, mais maintenant, moi, je crois que j'aurai le courage de m'exprimer pour ce mot génocide. Je ne sais pas si Julien est d'accord avec moi, mais je suis comme ça maintenant aujourd'hui. Une réaction. Juridiquement, il y a eu des tentatives de la Cour pénale internationale de retenir les qualifications de crimes contre l'humanité. Alors, pas de génocide, de crimes contre l'humanité, parce que pour le génocide, il faut vraiment caractériser la volonté de faire disparaître une partie de la population, mais de crimes contre l'humanité qui passent par des atteintes au milieu naturel, notamment des pollutions de cours d'eau dont vont dépendre absolument une population et qui vont entraîner délibérément des déplacements de population. Ça a déjà pu être qualifié de crime contre l'humanité. D'accord. Mais ce sont des choses qui sont assez rares. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable fondement juridique pour lutter contre les écocides tels qui se sont déroulés. Peut-être qu'on en parlera plus en détail plus tard. On pourra revenir simplement pour finir donc, par rapport à ce tour de table sur les conséquences culturelles. Vous évoquiez tout à l'heure les montagnards qui étaient touchés. Est-ce que, et je sais que vous en parlez dans vos travaux, pouvez-vous nous parler un petit peu du rapport à la forêt qui a justement changé au Vietnam suite aux conséquences de l'agent orange? Et finalement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui ont impacté aussi la forêt après en retour. Oui. Alors, je vais peut-être revenir aussi un petit peu sur effectivement le fait que ce soit surtout l'humain en fait qui est touché par cette guerre. Je suis totalement d'accord. Finalement, la forêt n'a pas été tant que ça impactée par les épandages. On a notamment des botanistes, un botaniste américain qui était sur place et qui soulignait le fait que quand on avait un épandage, en fait, on a simplement 10 à 30% des arbres de la strate supérieure en fait, qui mouraient. Donc ça n'amenait pas la mort des arbres, mais par contre, il y a des conséquences qui sont dramatiques niveau humain, parce qu'effectivement, comme c'était souligné, ça se transmet de génération en génération. Et le cas du Vietnam est particulier parce que les taux de concentration étaient considérables. Mais effectivement, on a la même chose dans des usages civils. Ce sont les mêmes produits qui sont utilisés et à force, on a les mêmes conséquences en termes de maladies. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que, oui, j'avais également souligné ce fait-là, que c'est avant tout l'homme en fait qui a été touché, et plus que l'environnement aussi. Et si l'homme a été touché, c'est parce que l'environnement a été contaminé, mais les conséquences sont surtout dramatiques sur le plan de la santé humaine. Alors après, sur les effets qu'il y a pu y avoir par rapport à cette guerre et le fait que ça ait pu changer le rapport à la forêt, c'est un petit peu différent dans le cas du Vietnam, dans le sens où en fait les peuples de la plaine n'étaient pas habitués à la forêt, et donc se sont vus contraints de combattre en forêt, de se réfugier en forêt pour pouvoir se dissimuler des armes américaines. Donc eux, il faut aussi se mettre dans l'idée que c'était un milieu quand même très hostile, auquel ils n'étaient pas forcément habitués. Donc pour eux, ça a changé leur rapport, mais ça les a aussi rapprochés des montagnards qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a facilité en quelque sorte, après-guerre, la sédentarisation de ces montagnards, parce que les épandages, les combats ont facilité l'accès aux montagnes, et donc ont aussi facilité la sédentarisation de ces montagnards. Donc c'est en ce sens-là que ça a pu changer le lien à la forêt de ces montagnards. C'est une conséquence indirecte de la guerre, du fait que on a pu les contrôler peut-être plus facilement que ça ne pouvait être le cas précédemment. Donc en les sédentarisant, du coup, il y a eu ce lien qu'ils pouvaient avoir avec la forêt qui s'est peu à peu distendu, surtout que en fait, après-guerre, la forêt a continué de régresser, de s'éloigner, donc les populations étant sédentarisées dans les vallées,
qui avaient été affectés par Il me les semble que vous épandages avez, ou se sont éloignés Une de... diapo par rapport à ça peut-être, je crois. C'est pas là où on voit les occupations des sols en 2003 Voilà, là par exemple, oui, on peut voir que en 1975, donc après-guerre, on voit que les vallées sont effectivement des zones où on va retrouver davantage de savane en vert plus clair, du fait des épandages, du fait de la guerre, même si pas que. Mais on voit que aussi après-guerre, il y a la poursuite de la déforestation qui s'est poursuivie. Et donc voilà. Donc avec donc un éloignement progressif de la forêt, mais du fait aussi de pratiques qui ont pu être perpétrées après-guerre. D'accord. Peut-être juste un point aussi que je voulais souligner sur pour revenir sur le programme de défoliation et son efficacité. Effectivement, en fait, c'était vain, ce programme-là, d'une part parce que, comme je le soulignais, finalement, ça ne détruisait pas le couvert foliaire, finalement. Et en plus, quand on lit les écrits côté Viet Cong, c'était pas forcément toujours de la forêt, en fait, c'était pas toujours la forêt qu'ils utilisaient pour se dissimuler, c'était aussi tout simplement le relief. Donc en fait, ce que je démontrais dans ma thèse, c'est que finalement, c'était perdu d'avance finalement, puisque l'objectif n'était pas là, ne pouvait pas être atteint, puisque c'était pas en adéquation avec la tactique de l'ennemi. Donc, voilà. Alors, je vous propose qu'on parle un petit peu droit. Vous avez commencé à le faire tout à l'heure quand on se posait ces questions justement de termes qu'on peut appliquer. Effectivement, il y a eu dès les années 70 la volonté de faire reconnaître un crime d'écocide et notamment de le faire rentrer, il me semble, parmi donc les 4 à ce moment-là, et ça aurait été le 5e crime qui sont reconnus par la Cour pénale internationale. Le fait est que il y a beau eu plusieurs tentatives de fait, il me semble que pour l'instant, ce n'est toujours pas reconnu au niveau international. C'est bien ça, et comment on explique cet échec? Alors effectivement, c'est bien ça. Alors aujourd'hui, pour juger les crimes considérés comme étant les plus graves, qui sont le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression, il y a une juridiction internationale qui est compétente, qui est la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est une juridiction. Elle ne peut pas créer elle-même de nouvelles incriminations et donc elle ne peut pas créer et réprimer d'elle-même le crime d'écocide. Elle est tenue d'appliquer le statut de Rome tel qu'il a été élaboré par les États parties à ce statut. Donc il y a des volontés de la part du procureur, du bureau du procureur de la CPI, de lutter davantage contre les crimes contre l'environnement, mais ils ne peuvent le faire que conformément aux textes qui sont en vigueur. Et donc actuellement, on a quelques textes, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être utilisés pour lutter contre ce type de crime. Donc comme je vous ai dit, on peut parfois utiliser le crime contre l'humanité. Si en passant par des atteintes au milieu, des destructions de milieux, le but est de porter atteinte à la population civile, on va pouvoir retenir dans certains cas le crime contre l'humanité. On a aussi des crimes de guerre spécifiques, comme des crimes de guerre par utilisation de gaz toxiques, de substances assimilées. Ça, c'est déjà prévu comme une infraction internationale. À la suite, justement, de la guerre du Vietnam, on a également eu plusieurs conventions internationales qui est venu incriminer ce qu'on peut appeler le crime de guerre par atteinte massive à l'environnement. On a eu la convention NMOD, c'est-à-dire la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Il y a eu un protocole additionnel aux conventions de Genève sur le droit de la guerre. Et donc on va avoir cette possibilité de mobiliser cette qualification de crime de guerre qui cause un dommage grave et durable à l'environnement, sous réserve que ça ait servi, ça a été utile militairement pour remporter une bataille décisive, ce genre de choses. Dans ce cas-là, ce n'est pas punissable. S'agissant de l'écocide à proprement parler, il y a eu beaucoup de travaux au sein de la commission du droit international de l'ONU, donc, qui a travaillé à l'élaboration
de ce qu'ils appelaient un code des crimes contre la sûreté internationale. Bon, je n'ai plus la terminologie exacte en tête, mais c'est ce qui a débouché sur le statut de Rome qu'applique aujourd'hui la Cour pénale internationale. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'opportunité d'ajouter à côté des 4 crimes que j'ai cités, un 5e crime d'écocide qui serait la destruction de l'environnement à grande échelle. Et ça n'a pas abouti. Jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu de consensus entre les États parties pour reconnaître ce crime d'écocide. Et depuis lors, on n'a pas... Voilà, les discussions continuent. Les discussions continuent, à la fois venant de la société civile, à la fois menées par des universitaires ou par les membres des institutions internationales. Mais ça suppose une modification du statut de Rome et donc une décision unanime de l'ensemble des États parties. Et en France, il y a cette fameuse loi, il me semble, qui est passée assez récemment, qui a non pas reconnu le crime d'écocide, mais en a fait un délit. C'est bien ça? Il me semble que vous avez aussi un texte. Voilà. Oui, oui. Alors ça, c'est l'écocide tel qu'il existe en droit français. Bon, je ne vais pas le lire, je vous laisse regarder. On voit assez rapidement que ce n'est pas simplement le fait de détruire l'environnement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors c'est une loi c'est une incrimination qui a été adoptée en 2021 avec la loi climat. Ça a été adopté notamment sur recommandation, si on peut dire, des travaux du comité de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait demandé à ce que ça soit incriminé. Alors, la Convention citoyenne pour le climat, comme l'ensemble des personnes qui travaillaient sur l'écocide jusqu'à présent, voulait que ça soit un crime. Enfin, si vous voulez, en droit français, il y a 3 catégories d'infractions par ordre de gravité: les crimes, les délits et les contraventions. On a toujours, dans les débats sur l'écocide, considéré l'écocide comme un crime, c'est-à-dire comme une infraction parmi les plus graves. C'est ce que voulait faire aussi la Convention citoyenne pour le climat. Le législateur français, le Parlement français, en a fait un délit, donc une catégorie intermédiaire. C'est grave, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors c'est quand même une avancée. C'est quand même une avancée parce que ça n'existait pas jusqu'alors. Parce que c'est un délit, certes, mais on a prévu la peine la plus élevée qu'il est possible de prévoir pour les délits, c'est-à-dire 10 ans d'emprisonnement, avec une peine d'amende élevée, 4,5 millions d'euros, qu'on peut multiplier par 10 en fonction des profits qui ont été tirés. Enfin, c'est pas qu'on peut multiplier par 10, c'est pas 4,5 millions par 10, mais c'est qu'on peut punir l'auteur de l'écocide à une somme égale au décuple du profit qu'il a réalisé. Il faut savoir aussi, en revanche, que si c'est une société, une grande entreprise comme celle qui ont fabriqué l'agent orange, qui est auteur, qui est responsable de l'écocide, en revanche, on va multiplier la peine d'amende par 5. Bon. Donc c'est très bien, ça paraît sévère. Simplement, c'est une avancée qui est très timide. C'est une avancée qui est très timide. Encore une fois, c'est un délit, ça n'est pas un crime. Alors que c'est ce qui est demandé depuis longtemps. Et puis surtout, c'est un délit dont le champ d'application est extrêmement limité. Ça, c'est ce qui transparaît de ce texte. Il y a 2 moyens seulement de se rendre coupable d'un écocide selon le droit français. Soit ça passe par des émissions de substances dans les airs, soit par des rejets dans les eaux. Mais dans ce cas-là, celui qui l'accomplit en respectant des autorisations administratives n'est pas coupable. Ou alors ça passe par des pollutions du sol, mais à la seule condition qu'on viole les dispositions du Code de l'environnement qui encadrent tout ce qui concerne les déchets. Et donc on a précisément, mais ça c'est voulu, ça a été voulu, c'est quelque chose qui ressort des débats parlementaires, on a limité l'écocide, le délit d'écocide à la question de la pollution par les déchets pour ne pas appréhender l'utilisation des pesticides. On n'a pas voulu porter ce coup au corps des agriculteurs, on a voulu les préserver du champ d'application de ce texte, et donc on a limité ça à l'hypothèse où on va violer toute la réglementation relative aux déchets. Mais celui qui pollue le sol, soit en violant une autre réglementation que celle des déchets, soit en respectant malgré tout la réglementation sur les déchets, n'est pas coupable d'écocide. Alors on ajoute à ça qu'il y a une autre condition qui a été posée, il faut un dommage grave, durable. Durable, ça a été entendu comme une durée potentielle de 7 ans.
Alors ça aussi, c'est un choix qui est particulièrement révélateur. C'est cette condition d'un dommage durable, elle existait déjà en droit international pour les crimes de guerre. Le crime de guerre par atteinte massive à l'environnement que j'évoquais tout à l'heure. La différence, c'est qu'en droit international, durable, c'est une saison. Donc c'est beaucoup plus court. Il faut ajouter à ça en plus que c'est une infraction intentionnelle et qu'on ne condamnera la personne que si on rapporte la preuve qu'elle a voulu commettre un dommage grave et susceptible de durer au moins 7 ans. Donc en d'autres termes, moi je ne vois pas beaucoup d'hypothèses dans lesquelles on pourra appliquer ce texte. Ouais. C'était surtout de la communication politique à mon avis. D'accord. Et alors vous, Nia, vous vous êtes tourné vers les tribunaux français, justement, pour plaider votre cause et finalement celle de nombreuses autres victimes, bien avant d'ailleurs l'apparition de cette loi. Et puis de toute façon, ce n'est pas par rapport à cette loi que vous vous êtes appuyé. Est-ce que, donc c'était en 2014, il me semble, que vous avez assigné en justice donc les entreprises qu'on a déjà citées qui ont produit l'agent orange. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en France tout d'abord, et comment vous menez encore un tel combat qui est un peu un combat de David contre Goliath? Vous me permettez quand même d'être un peu plus longue pour répondre à votre question. Je pense que ça demande une réponse longue. Oui, pas de souci, allez-y. Oui, parce que avant, il y avait deux petits groupes de victimes de l'agent orange vietnamien qui étaient partis pour déposer une plainte aux tribunaux américains. Par 2 fois, ils ont été déboutés, même sans que... tout de suite, on a renvoyé les plaintes sans expliquer pourquoi. Alors, selon la loi internationale, les Vietnamiens n'ont plus le droit de déposer de plainte. Voilà. Comme j'ai dit, les victimes américaines, ils ont reçu de l'argent à condition de ne plus porter plainte. Donc, aux États-Unis, où les victimes pouvaient avant déposer plainte, maintenant ils ne peuvent pas. Dans d'autres pays où il y a des victimes comme la Corée du Sud, l'Australie, etc., il n'y a pas de loi. Sauf que la France possède une loi permettant aux avocats français de faire des procès multinationaux pour défendre leurs citoyens contre un autre pays qui fait tort à leurs citoyens. Il y avait encore aussi la Belgique et l'Espagne, mais après si je fais erreur, vous me dites. Il y a aussi la Belgique, l'Espagne, qui possédaient aussi cette loi, mais après le procès de Pinochet, ils ont peur de l'embargo. Donc maintenant, ils ont oublié cette loi-là. Donc reste seulement la France, et heureusement, qui possède cette loi. Et quand j'ai décidé de faire ce procès en 2008-2009, j'avais quand même un espoir de pouvoir le faire en France. Pourquoi je peux le faire en France? Parce que c'est la France qui possède cette loi. Et là, à ce moment-là, j'ai eu quand même la chance d'être déjà devenue, d'avoir la nationalité française à côté de ma nationalité vietnamienne, après que la France m'a donné la Légion d'honneur. Donc, deuxième condition. Et la troisième condition, Madame la maire, j'ai eu quand même la chance d'être victime de l'agent orange. Parce que pour être victime, il faut être sur place. Et j'étais sur place pendant la guerre. Donc, j'ai rassemblé les 3 conditions sine qua non. Donc, pourquoi Maître Bourdon dit toujours que notre procès, bon, maintenant c'est notre procès, parce que je ne suis pas toute seule, vous êtes avec moi là. Donc, pourquoi notre procès est un procès unique de l'histoire, de toute l'histoire du monde, parce que les Vietnamiens ne pouvaient pas le faire, les Américains ne pouvaient pas le faire, et une seule vieille femme comme moi, mais qui a la chance de rassembler ces conditions, peut le faire. Donc, c'est unique.
unique aussi parce que Monsanto et compagnie qui n'avaient jamais répondu aux plaintes, même au tribunal de La Haye. Et cette fois-ci, quand j'ai assigné les 26 firmes, 19 firmes dont Monsanto se sont constituées au tribunal d'Evry. Donc c'est aussi unique et historique. Et aussi mon procès est aussi politique. Mais c'est ça qui me rend malheureuse. Parce que quand la politique joue dans tout ce combat, donc, on peut attendre à tout, quoi. Alors pourquoi je fais en France? C'est comme ça. Oui, je continue tout de suite pour... Oui, alors en 2000... avant, j'étais quand même très naïve. Je ne pensais même pas que ma fille, que le criminel qui a tué ma fille, c'est Monsanto. C'est l'agent orange. Je ne pensais pas. Moi, je culpabilisais. Je me disais toujours que je suis une très mauvaise maman pour ne pas pouvoir protéger son enfant. Je me permets simplement sur ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est assez émouvant dans votre livre, et déstabilisant de se dire que vous n'êtes pas la seule. Apparemment, il y a beaucoup de Vietnamiens qui étaient touchés effectivement par soit qui perdaient leur enfant, soit qui avaient des maladies, qui étaient mal vues en fait par les autres Vietnamiens. Ça serait un peu comme avoir le signe qu'on ait fait des mauvaises choses ou quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, Johan, on passe par ça. Sinon, après, vous direz que je suis trop longue. Bon, oui, voilà, mais je l'ai. C'est vrai, en plus, vous avez raison. Mettre du temps aussi. C'est vrai. Mais voilà, mais en tout cas, je l'ai précisé. En plus, il y a cette charge-là qui tombe sur la personne. Je me concentre quand même sur le combat, parce que sinon, on n'aurait pas de temps pour tout dire. Donc, en 2008, c'est la première fois qu'on me donne de l'argent pour venir en aide aux familles pauvres. C'est comme ça que pour la première fois, je me suis approchée des victimes de l'agent orange. Pendant 10 jours de visite, j'étais toujours en larmes. J'étais tellement... Parce que c'est la première fois que j'ai vu toutes les atrocités de ce poison, tous les malheurs des victimes de l'agent orange. Et en même temps, j'ai vu aussi le courage de ces victimes, la soif de vivre dignement. Et puis, je me demandais aussi, ne serait-ce pas moi aussi victime de ce poison, parce que j'ai vu des cas qui ressemblent aux miens. En 2009, il y a le tribunal d'opinion, international d'opinion, en soutien des victimes de l'agent orange du Vietnam. J'ai demandé de témoigner. Tout d'abord, on m'a refusé, parce qu'on ne savait pas d'où vient cette femme qui tombe du ciel, qui demande de témoigner. Mais comme j'ai bien expliqué que si je vous demande de me laisser parler, c'est parce que je ne parle pas pour moi. Je vais parler pour ceux qui ne peuvent plus parler. C'est-à-dire que je voudrais quand même représenter les morts. Et je voudrais aussi parler pour ceux qui ne peuvent pas venir, parce que c'est en France, quoi. Finalement, ils ont voté, ils m'ont laissé témoigner. Alors, c'est seulement à ce moment-là que Maître Bourdon et André Bouni m'ont découvert, quoi. Et ils ont demandé si je veux faire un procès. Bien sûr, j'ai dit tout de suite non. Mais après, on m'a expliqué pourquoi ils me demandent et pourquoi pas une autre. Parce que moi, je suis l'unique. C'est ce que je vous ai dit. Alors, à partir de 2009... et à ce moment-là, il y avait déjà 3 millions de victimes au Vietnam. Ce chiffre m'a fait peur et m'a décidé de faire ce procès que j'appelle mon dernier combat. Mais Maître Bourdon m'a dit, mais madame, à ce moment-là, il m'appelle encore madame, ce serait très long, ce serait très dur. On ne connaît pas la fin, mais est-ce que vous êtes décidée? Et comme détermination est quand même un mot, un vocabulaire que je tiens à cœur, parce que, donc je dis, dès qu'on a pris la décision, donc on fonce. 2009 jusqu'à 2011, je m'excuse, c'est mon pays qui ne m'a pas compris et m'a traité de traître. 2011, M. Sarkozy a enlevé
la loi. Donc, on pensait aller en Belgique, mais la Belgique aussi a refusé. Alors, c'est seulement quand M. Hollande il a fait sa campagne présidentielle, il a dit qu'il va remis les clés de cette loi. Donc, c'est seulement après François Hollande, en 2013, que le Sénat a remis cette loi. Et c'était en 2014 que j'ai assigné 26 firmes. Et c'était en 2015 que 19 firmes se sont constituées. De mon côté, j'ai 3 avocats, dont Maître Bourdon, Maître Réponte et puis Maître Amélie Lefebvre. En face de nos 3 avocats, nous avons 38 avocats. Donc, chaque firme en louait 2. On a demandé à Maître Réponde, est-ce que vous avez peur? Et Maître Réponde a répondu que ce n'est pas le nombre, c'est la cause. C'est une juste cause qui va vaincre. Mais bon, et puis quand le tribunal m'a donné la liste de 19 firmes, dont Monsanto, Dow Chemical, les 2 géants, et après, c'est les 17 que je ne retiens pas les noms. Alors, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que, voilà, maintenant, c'est un vrai combat. Me battre contre les firmes américaines, c'est comme si on est en guerre contre, je n'osais pas dire contre les États-Unis, mais notre combat est quand même plus difficile que la guerre, parce que quand on est en guerre, pom-pom, et puis après, ou bien on survit, ou bien on est mort. Mais maintenant, il y a la politique, il y a les relations gouvernementales. Donc, encore 5 minutes. Alors, parce que je termine là. De 2015 jusqu'à 2021, j'ai passé 19 audiences de mise en état. Et à un moment donné, le tribunal m'a demandé si j'accepte une négociation confidentielle. J'aurai beaucoup d'argent, mais non, on ne parle plus. C'est comme avec les Américains, quoi. Alors, à ce moment-là, le gouvernement vietnamien a signé un accord secret, comme quoi le Vietnam ne parle plus de l'argent orange et les États-Unis vont enlever l'embargo. Donc, le gouvernement vietnamien ne parle pas de l'argent orange. Il y a une autre organisation. Moi, je ne peux pas être soutenue ouvertement par le gouvernement vietnamien. Je suis ici avec vous. Heureusement que j'ai eu tous mes amis du monde entier. Voyez? Mais là, l'ancien président de Vietnam, un jour, m'a regardé. Il a dit une chose que je suis très touchée. Il a dit, Menga, si on te demande d'arrêter, c'est la lâcheté. La lâcheté. Mais si je te dis de continuer, j'ai le cœur serré parce que tu es toute seule. Donc, je lui ai dit, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Vraiment, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis avec vous, donc je ne suis pas seule. Mais des fois, je suis quand même un peu triste. Et ce qui manque... Ah non. Donc, on a passé 19 audiences de mise en état. En 2021, en janvier, il y a la plus unique audience de plaidoirie. En janvier 2021, mai 2021, l'arrêt de tribunal, c'est plainte irrecevable. Tout de suite, on a décidé de faire appel au tribunal de Paris. Maître Bourdon a bien espéré que les juges de Paris seraient plus forts et plus justes, quoi. Et 22 août 2024, irrecevable encore, mais cette fois-ci, c'est plus fort. Madame Tran doit payer une amende, un dédommagement à toutes les firmes américaines.
Ouais. Voilà. Et puis maintenant, oui, mais Julien peut expliquer mieux que moi parce que jusque-là, on n'a pas, deux tribunaux n'ont jamais regardé sur le fond de ma plainte. Ils se sont concentrés seulement sur l'immunité judiciaire des firmes américaines, alors que tous les documents, que ce soit scientifiques, sociaux ou non, ont déjà démontré que les firmes américaines n'ont pas obéi aux ordres du gouvernement, mais ils ont répondu à des appels d'offres, donc c'est très différent. Mais les firmes américaines se sont réfugiées derrière le gouvernement, donc la loi depuis 60 ans n'autorise pas qu'on attaque le gouvernement. C'est pour ça que Trần Tố Nga est toujours, a toujours vaincu, toujours perdu, quoi. Ouais. Voilà. Et maintenant, on va en cassation. Donc, il me faut encore 2 années ou bien plus. Mais cette fois-ci, nos avocats, Maître Bourdon et Réponte, ils n'ont plus le droit de plaider en cassation. Donc, notre combat continue. Notre devise aujourd'hui, c'est courage, patience. On n'en manque pas. Espoir, on est obligé d'espérer. Détermination, ça, on n'en manque pas. Ce qui manque, c'est de l'argent pour payer. Mais bon, on va continuer. Et aujourd'hui, je pense que Madame la maire, toute la mairie de Poitiers et vous tous, vous serez avec moi et on continue jusqu'à la fin. Voilà, merci. Eh bien, écoutez, merci pour ce mot de conclusion. Ça nous permet d'avoir encore un petit temps d'échange. On a un quart d'heure, un petit peu plus même, pour échanger. Donc, si vous avez des questions, je vais vous passer le micro. Oui. Oui, Albert Anne de Poitiers. J'apporte un complément à ce que vous avez raconté, parce que moi-même, en l'année 2000, c'est-à-dire 25 ans après la fin de la guerre américaine, j'ai été retourné au Vietnam avec quelques amis. Tout ça, c'est pour vous raconter quelque chose de saisissant. On a parlé des humains, mais alors, un jour, en pleine campagne, je disais à mes amis, je dis, écoutez. Quoi? Je dis, mais écoutez, mais on n'entend rien. Ben, c'est justement silence des oiseaux, des bruits. 25 ans après, même pas un chant d'oiseau. J'avais la chair de poule. À ce moment-là, j'étais très ému, maintenant en racontant. Le silence, vous savez, c'est quelque chose de saisissant. Le silence de la nature. Les oiseaux. C'est terrible. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter, en plus des hommes, des humains, mais les oiseaux. C'est terrible. Merci pour cette intervention. Des questions? Oui, j'arrive. Merci beaucoup. Bonsoir. Pardon. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'avais 2 questions. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre. La première, c'était est-ce qu'on sait aujourd'hui la quantité, le pourcentage en gros de la population vietnamienne qui serait affectée encore par les... Comme on a dit que ça durait sur le long terme et que ça se transmettait aux enfants. Voilà, je me demandais quel pourcentage de la population est aujourd'hui affecté par ça, quoi. À quel point ça a pu toucher les gens. Voilà, merci. Merci pour la question. Oui. Oui, si vous voulez répondre. Oui, allez-y. Amélie, si éventuellement vous avez des chiffres aussi après. Ah, dans le micro, juste. Quand j'étais en prison, on me frappait à la tête. Et puis, il est pas, je crois qu'il n'est pas allumé, ce micro. Et puis, pour ne pas lâcher mon secret,
j'ai appris à oublier. Donc après, maintenant, là, j'arrive pas à avoir, à garder le chiffre. Donc ne me demandez pas le taux. Mais ce que je sais là, c'est que quand j'ai commencé le procès, le combat, il y avait 3 millions. 12 ans après, maintenant, on a 5 millions de la 5e génération. Ça, je tiens à cœur. Voilà. Donc, le Vietnam, actuellement, a 100 millions d'habitants, donc 5 millions. Voilà. C'est énorme. Oui. Pour compléter, c'est difficile aussi à établir le nombre de personnes affectées, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont su qu'elles ont été touchées directement par les épandages, mais il y en a plein qui n'ont pas su, qui pensaient que c'était... Enfin, moi, des personnes que j'ai interrogées qui disaient que c'était de la pluie, qui ne savaient pas que c'était des produits chimiques. Et puis, il y a des personnes qui ont été touchées directement, mais il y a aussi des personnes qui sont touchées indirectement par le fait que soit l'environnement qui soit contaminé, qui ensuite les ait contaminés, parce que ça a contaminé les aliments, etc. Donc il y a aussi de la contamination indirecte. Donc tout ça fait que c'est aussi compliqué de l'établir. Et il faudrait Après, on peut le connaître par rapport aux maladies qui sont identifiées, mais c'est quelque chose assez difficile à... Je vous laisse compléter. Vous savez, la première génération victime de l'agent orange, on peut détecter la dioxine dans le sang. Mais à partir de la 2e génération, il n'y a que des maladies génétiques. On ne peut pas détecter la dioxine. Alors c'est pour ça que ça se transfère génétiquement de génération en génération. Mais le drame de l'agent orange au Vietnam, c'est que bien sûr, victimes sont les pauvres, les plus pauvres parmi les pauvres, sont ce qu'on dit au Vietnam, les plus misérables parmi les misérables. Mais vous savez, ce qui est dramatique, c'est que comme le Vietnam est encore pauvre, donc le gouvernement donne une petite subvention jusqu'à la 2e génération. À partir de la 3e génération, on le considère comme des personnes handicapées. Donc, les personnes handicapées reçoivent encore une plus petite subvention. Mais il y a aussi des familles où il y a des filles, par exemple, des jeunes filles. Alors, ces familles-là, de peur que la fille n'arrive pas à trouver, à fonder, à être mariée, donc ils n'osent même pas déclarer leur drame. Moi, je pense que ça, c'est inhumain. Et quand je parle des victimes de l'agent orange, je pense toujours à ces filles-là, à ces familles qui sont victimes, qui n'osent même pas déclarer pour pouvoir avoir une vie assez normale, alors que leur vie n'est pas normale du tout. Et c'est pour ça que maintenant, moi, quand je rentre au Vietnam, moi, maintenant, je suis devenue une spécialiste de la manche. Je vais parfois frapper à toutes les portes. Et si je peux ramener un peu d'argent, j'achète en votre nom, j'achète des fauteuils roulants, par exemple. Et puis, chaque fauteuil roulant, par exemple, arrive quand même à transformer une vie d'une victime. Vous voyez ? Mais donc, si tout le monde n'oublie pas qu'il reste quand même 5 millions de victimes, si tout le monde vient en aide, moralement ou bien physiquement ou bien financièrement, ce serait très bien, Madame la maire. D'autres questions ou des interventions peut-être ? Non, s'il n'y en a pas pour l'instant, moi j'en ai une, j'aimerais revenir, ça a été évoqué, par rapport au combat juridique qui est actuellement mené. Ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, pour l'instant, votre plainte n'a pas été jugée finalement sur le fond et sur la forme, et donc il y a encore un espoir peut-être, si enfin on s'intéresse au fond. Est-ce que, Julien, vous pouvez nous dire quelques mots par rapport
à la suite, peut-être. D'abord, c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Oui. Un peu de clémence. Hein. C'est comme si on demandait à un pédiatre un avis sur une question de cancer. Alors, mais j'ai quand même eu accès à des documents de la procédure. Et effectivement, on vous a dit que le combat était long. Et oui, parce que pour l'instant, la question qui se pose, c'est juste de savoir si on va pouvoir discuter, si l'affaire pourra même être jugée. Parce que la raison pour laquelle le recours a été rejeté jusqu'à présent, c'est que les grandes entreprises qui ont contracté avec le gouvernement américain et qui ont vendu au gouvernement américain l'agent orange, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure on peut les assimiler à l'État américain. Parce qu'il existe un principe en droit international public, une coutume internationale, suivant laquelle on ne juge pas un État étranger pour des actes qui relèvent de sa souveraineté. Et donc toute la question qui est débattue et qui va se poser devant la Cour de cassation est de savoir si des entreprises de l'agrochimie, lorsqu'elles contractent, lorsqu'elles ont vendu l'agent orange au gouvernement américain, est-ce qu'elles étaient comme des émanations du gouvernement américain? Est-ce qu'elles étaient simplement des exécutants? Ou alors est-ce qu'elles étaient simplement des agents économiques qui ont répondu à un appel d'offres et qui ont librement, dans une certaine mesure, choisi le produit et la composition, notamment la présence de dioxine dans le produit vendu au gouvernement? Si la réponse est ce sont des simples exécutants, ils bénéficient de la même immunité qu'un État étranger. Si on considère que non, c'était simplement un partenaire commercial avec une marge de manœuvre, une liberté dans la détermination du produit vendu, alors ce n'est pas équivalent à l'État américain et le procès peut avoir lieu. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la question et donc il n'y a pas de jurisprudence antérieure qui permet de dire à coup sûr si la Cour de cassation va statuer comme la Cour d'appel de Paris, comme le tribunal judiciaire d'Évry, ou si, comme elle en a la possibilité, et bon, même si elle ne s'est pas prononcée précisément sur cette question-là, les solutions qu'elle a rendues dans des affaires proches laissent penser qu'il y a des possibilités que, en bonne logique, ces entreprises-là ne soient pas considérées comme les équivalents de l'État. Mais alors, il y aura un autre procès, il y aura le véritable procès qui commencera et qui sera la question de savoir si les entreprises sont responsables ou non. Et là, après, il y a encore une autre question. Est-ce qu'on va appliquer le droit français? Est-ce qu'on va appliquer le droit vietnamien de l'époque, puisque les dommages ont eu lieu sur le sol vietnamien et pas sur le sol français? Ou est-ce qu'on va appliquer le droit américain, puisque les produits, le contrat a été vendu aux États-Unis? Donc ça sera encore une autre question de savoir quelle est la loi applicable et en vertu de cette loi-là, si oui ou non les entreprises sont responsables. Mais a priori, sur le fond, moi je vois mal qu'on applique le droit français de la responsabilité. Ça devrait être plutôt le droit américain ou le droit vietnamien de l'époque. Après l'arrêt du tribunal de Paris, certains sont très découragés. Au Vietnam, ici en France aussi. Et on me demande d'arrêter parce qu'on dit, mais gars, tu quand même vis tes derniers jours tranquillement. Mais mais comme mes avocats m'ont expliqué, même en cassation, on plaide toujours pour l'immunité judiciaire. Voilà. Donc, mais il m'a expliqué que si la cassation peut casser l'appel, à ce moment-là, l'immunité judiciaire ne serait plus en faveur des firmes américaines. Donc, cela veut dire que notre combat ferait jurisprudence pour les autres combats, donc le chlordécone et les autres. C'est pour ça que moi, je suis bien déterminée d'aller en avant parce que à ce moment-là, ce ne serait pas uniquement notre combat, mais le combat des combats futurs d'autres combats, quoi. Le futur d'autres combats, c'est pour ça qu'on est bien déterminé d'y aller. Mais si William Bourdon a dit que bon, si on perd encore, donc on va aller
voilà, des droits de l'homme. Là, si je disparaîtrais, c'est à vous de me remplacer. Merci. Je dis, mais c'est la vérité. D'autres questions, peut-être? On a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Ouais, je vous passe le micro. À l'heure actuelle, j'ai cru comprendre que le gouvernement vietnamien a une forme de déni par rapport à l'agent orange, puisqu'ils essayent d'atténuer, d'aplanir cette situation. Je voulais savoir quand même s'il y avait des associations là-bas ou s'il y avait quand même des membres du gouvernement qui cherchaient à amener une certaine éducation au niveau de la population pour justement, on sait, d'après ce que j'ai aussi compris, que dans les sols, il y a toujours ce problème d'agent orange. Donc, qui doit ressortir par les pluies, par les arbres, l'alimentation. Est-ce qu'il y a une éducation qui est mise en place pour justement laisser quand même des signaux d'alarme pour prévenir la population qu'il y a des choses à ne pas faire? On ne peut rien faire parce que la population vit sur le terrain de leurs ancêtres. On n'est pas riche pour déplacer, mais il n'y a même pas l'endroit où on peut se déplacer. Donc, on est obligé de boire l'eau, on est obligé de manger les poissons ou bien les légumes. Mais sachez quand même que chaque année, ça peut être éliminé un pourcentage de la dioxine quand même. Voyez, mais on ne peut rien faire, quoi. Et je voudrais vous dire aussi que pesticides ou bien défoliants, mais il y a aussi de l'engrais. Alors, après la paix, la vie redevient normale. Les arbres, même les arbres fruitiers poussent, et portant quand même aussi le poison dans leur corps, dans l'arbre. Donc, on est obligé aussi de vivre normalement notre vie. Donc, les fruits, les légumes, on continue à être contaminés, quoi. Mais maintenant, on a passé déjà 50 ans. 50 ans, donc le drame, quand même, n'est pas comme il y a 50 ans. Et ce 30 avril, moi, ce n'est pas dans le sujet, mais je vous dis tout de suite, ce 30 avril 2025, c'est le 50e anniversaire de la libération du Sud-Vietnam et la réunification de tout le Vietnam, du Vietnam. Donc, je vous invite quand même à fêter cet anniversaire et avec un peu de modestie et un peu de fierté. Je vous dis que votre Nga a été choisi parmi les 50 personnes prestigieuses après 50 ans de guerre. Voilà. Bravo. Une petite Je suis réaction. contente. Oui, peut-être une précision, effectivement, Nia. Pourquoi est-ce que le gouvernement vietnamien semble ignorer les conséquences de l'agent orange? Parce que, quand même, quand les Américains perdent la guerre, ils mettent un blocus sur le Vietnam. À partir de là, effectivement, c'est la misère qui s'installe et qui s'approfondit. Et le gouvernement vietnamien a décidé de négocier finalement avec les Américains. Vous enlevez le blocus pour que notre peuple puisse vivre. Et par contre, vous ne parlez plus de l'agent orange. C'était ça, finalement, le deal qui a eu lieu. Bon, c'est la manière de gérer des Américains, on sait bien. Sur la dépollution, tu disais que effectivement les Américains ont dépollué à un moment donné une partie d'Da Nang. Pourquoi Da Nang? Da Nang, c'est un port en eau profonde qui permet effectivement des gros bateaux d'accéder au port vietnamien, et il y a la Chine pas loin. Donc vous voyez, tout ça, effectivement, comme tu dis, c'est de la politique. Voilà. Ouais. Excuse-moi. Non, mais il y a un changement déjà depuis, parce que on avait vécu presque 10 ans d'embargo.
et les Vietnamiens vivaient très, très, très misérablement. On manquait de tout. Même ma famille, moi j'ai 2 enfants, mais nous avions droit, par exemple, seulement à 300 grammes de viande chaque mois, par exemple. Alors c'est pour ça que, après, c'est le président des États-Unis, Carter, qui était venu, et ils ont passé, je ne sais pas si c'est Carter ou bien c'est un autre président, mais on a signé un contrat secret comme quoi si le Vietnam ne parle plus de l'argent orange, les États-Unis vont enlever l'embargo, ce qui était fait. Mais à ce moment-là, il fallait quand même déposer des plaintes auprès des tribunaux américains. Donc, on a fondé une autre organisation qu'on appelle Association nationale des victimes de l'argent orange, VAVA. Voilà. Mais c'est pour ça que quand j'ai commencé mon combat, le gouvernement vietnamien, bien sûr, ne pouvait rien dire. Mais ça, quand j'ai dit que ça a changé, c'est que 2 heures après l'arrêt du tribunal, l'arrêt de Paris, la porte-parole du gouvernement a déjà parlé pour plaider coupable. Bon, c'est pas le mot juste, c'est-à-dire pour dire ce que pense le gouvernement vietnamien. Donc, c'était déjà changé. Et aujourd'hui, il faut, parce que le coût les frais judiciaires sont tellement élevés, d'ici jusqu'à la fin de la cassation, j'aurais besoin encore de 240 000 euros. Où est-ce que je peux trouver cet argent? Sinon, frapper la porte du gouvernement. Le gouvernement vietnamien ne peut pas dire que... Oui, tu m'entends un peu, tout petit peu, Gilles. Le gouvernement vietnamien ne peut pas dire que, bon, je vais te donner cet argent. Donc, c'est seulement par le biais de la VAVA qu'on peut donner de l'argent. Mais cela fait déjà 3 ans que j'ai demandé seulement 100 000. L'argent n'est pas encore arrivé. Ce qui me frappe, vous savez, parce que c'est vrai que le combat m'a quand même bien éduqué, m'a grandi aussi, m'a fait grandir aussi, et m'a aussi amélioré et le moral et le mental. Mais aussi, j'arrive quand même à découvrir beaucoup de vérités. Donc, première vérité, c'est que même les gens qui tiennent la justice dans leurs mains, certains n'auraient pas le courage de faire justice. Ça, c'est assez malheureux, mais à travers mes deux procès, là, j'arrive quand même à voir que c'est pas... ils tiennent la justice, mais c'est pas la justice qui nous donne. Après, la deuxième leçon, c'est qu'il faut être très modeste. Donc, je garde toujours ma modestie. Et aussi, plus on avance, plus je sais que dans chaque cœur, vous avez la générosité. Vous avez aussi la sensibilité au malheur des autres. Donc, il ne suffit de savoir ouvrir votre cœur que je serai jamais seule. Je vous cite, avant-hier, j'étais avec les élèves, les collégiens, mais c'est en plaisantant un peu que je dis, mais ne m'appelez pas madame, vous pouvez m'appeler tata, mamie, mais pas madame Nga. Et après 1 heure de conversation, il y a des élèves qui ont éclaté en sanglots. Il y a plusieurs d'autres, ils sont venus m'appeler mamie. Et il y a aussi des petites filles qui veulent dire, mamie, est-ce que je peux te donner de l'argent pour les victimes? Bien sûr, le principal a dit, non, vous n'avez pas le droit. Donc, j'espère qu'après, le principal va faire quelque chose. Mais c'est pour vous dire que, voilà, quand je dis que je ne suis pas seule, je ne suis même pas seule parmi les toutes petites élèves. Là. Et je suis tellement heureuse quand je suis à Poitiers.
Merci encore une fois, Madame la maire. Merci beaucoup. Simplement, Amélie, je sais que vous aviez un tout petit point de... C'était... Ah, il y avait une question. Ah, je suis désolée pour les questions. Je vais devoir vraiment arrêter là et je dois prendre... Mais je vous inviterai à poser... à moins qu'on puisse... ouais, on va... D'accord, mais alors, donc simplement, avant, vous aviez un petit point aussi à préciser. Le temps le temps que vous ameniez le micro, voilà, juste pour préciser par rapport à la contamination, par rapport à votre question. Aujourd'hui, les zones qui ont été défoliées par voie aérienne, elles sont redevenues à des taux de dioxine acceptables parce qu'effectivement, ça a été éliminé par les eaux et puis petit à petit, la dioxine finit quand même par disparaître. La seule problématique, c'est à hauteur des anciennes bases militaires américaines, Da Nang notamment, qui a été du coup décontaminée par l'aide américaine. Mais c'est aussi le cas de toutes les petites bases militaires américaines, notamment dans la vallée d'Aleuil, là où passait la piste Ho Chi Minh dans la province de Tachanue, où là, donc, c'est une étude qui avait été menée par des Canadiens et des Vietnamiens en 2000, où on s'est aperçu qu'à hauteur de ces anciennes bases militaires américaines, mais en fait, il y a des très forts taux qui restent encore parce que c'était à hauteur des zones où les bidons d'herbicides étaient entreposés. Et en fait, on s'est aperçu que dans une de ces zones, la base d'Assao, on venait de sédentariser des ethnies minoritaires. Donc on les a simplement déplacées, ce qui fait que... Mais elles restent quand même dans un environnement qui est quand même contaminé. Et on a mis en défend en mettant des épineux pour éviter que le bétail aille s'alimenter à hauteur de cette zone contaminée. Voilà ce que je voulais apporter en précision. Oui, juste, je vais essayer d'être très rapide. Gilles Fromonteil. Alors, si je suis là, c'est grâce au Vietnam. Parce que mon père, en 1950 et quelques, a balancé dans la gare de Saint-Pierre-des-Corps les mitrailleuses qui partaient en Indochine et il les a jetées par terre. Donc il a été interdit de séjour par la police à Tours et il a fait ses universités à Poitiers. C'est pour ça que je suis là, parce qu'il a rencontré ma mère. Voilà. Donc le Vietnam, pour moi, c'est vraiment... Mais au-delà de ça, moi, j'ai fait mon bac en 1976. Enfin, le Vietnam, mais c'était le pays qui résistait quand même à la face du monde. Il faut quand même le remettre dans son contexte. C'était pas un pays de 100 millions d'habitants à l'époque, c'était plus petit. Et ils s'attaquaient directement aux États-Unis. Et ils ont fait capoter l'impérialisme mondial face au monde et à l'histoire. Il faut quand même se contextualiser les choses. C'est énorme, ce peuple. Et moi, j'ai été qu'une seule fois au Vietnam, et ma question, c'était juste cette question-là. Quand on se balade à Hue ou à Hanoï, la moyenne d'âge est de 22 ans dans ce pays. Elle est 47 en France. La moyenne d'âge est de 22 ans. On voit une jeunesse qui déborde de vie, d'envie de vivre avec bonheur, avec sourire, ce qui est leur droit, évidemment. Je voudrais savoir, donc poser la question, où est-ce qu'est la jeunesse dans ce combat qui a été mené pendant des générations avec héroïsme, où est-ce qu'elle se situe et quelle est leur façon d'aborder cette question-là, cette question historique de l'agent orange aujourd'hui chez les jeunes vietnamiens. Alors, une réponse en 3 phrases. En un mot ? Je pense que là, la question est plutôt pour vous, oui. C'est possible. Tu peux répondre. Oui, parce que tu es au Vietnam. La jeunesse, comment dire, il y a au Vietnam, la jeunesse vietnamienne aujourd'hui pense plutôt à bien vivre, comme la jeunesse française. Mais si on frappe à la porte de leur cœur, ils nous donneront leur soutien. Et puis, chaque année, il y a quand même des campagnes de la jeunesse qui viennent aider les paysans, les villages. Moi, je suis plutôt en France. Donc, avant, j'étais directrice d'école. Donc, j'étais très proche de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui m'a donné aussi la mienne.
Alors, mais j'étais une directrice très exigeante. Et puis les élèves disaient toujours que directrice belle, on en voit. Directrice bonne, on en voit, mais exigeante comme Madame Nga, on ne voit pas. Mais moi, j'ai dit, et je répète toujours que je suis exigeante pas pour les élèves, je suis exigeante pour les futurs parents. Les futurs parents. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas poli, comment vous pouvez éduquer votre enfant à être poli. Donc c'est pour ça qu'après 30 ans, après 40 ans, ils m'appellent toujours, mes étudiants m'appellent toujours maman. Oui, donc là, c'est la jeunesse. Je ne sais pas si je vous ai donné une bonne réponse, mais c'est la réponse qui vient du cœur. Oui, et c'est la réponse donc importante. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête là. Merci à tous les trois. Je remercie évidemment l'Association d'amitié franco-vietnamienne d'avoir co-organisé cet événement avec nous. Et puis, je vous rappelle que justement, l'association vend la biographie, l'autobiographie de Nga. Voilà. Un petit... Oui. Oui, mais alors... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ma terre empoisonnée ». Avec le micro, ça sera... J'ai écrit un livre en 2013 qui s'appelle « Ma terre empoisonnée ». C'était à ce moment-là que j'ai commencé mon combat. Mais ça, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire aussi du Vietnam. Donc, je vous invite, si vous vous intéressez du Vietnam, vous pouvez prendre ce livre-là. Et ce matin, j'ai aussi proposé à Madame la maire, il y a une pièce de théâtre intitulée « Nos corps empoisonnés » qui raconte aussi ma vie et mes combats, mais qui parle aussi de l'histoire du Vietnam. J'ai proposé à Madame la maire d'inviter cette troupe-là venir représenter ici à Poitiers. Voilà. Donc, il n'y a que 17 livres exemplaires. Oui, voilà. Et si vous achetez, non, c'est pas, je fais pas le, mais si vous achetez, vous avez ça coûte 19,50, mais vous aurez 5 € de votre participation en direct pour le procès. Des 19 €, vous aurez 5 pour le procès. Comme ça, vous me soutenez. D'accord, merci. Le message est passé. Merci. Merci à toutes et tous.